général est d'étudier les mots circulaires. Mots au sens, non pas mots de langage courant, mais mots au sens mathématique, c'est-à-dire motifs, succession de signes, et plus précisément succession de chiffres. Et pour expliquer le concept, on peut commencer par s'amuser à faire une division entre deux entiers. Par exemple, 167 par 37. Vous savez faire cette division grâce aux techniques que vous avez apprises il y a bien longtemps, vous n'avez peut-être pas encore complètement oublié. Et si je fais la division de 167 par 37, je commence par faire une division euclidienne. Donc je compte combien de fois je peux mettre 37 dans 167. La réponse est 4 fois et il restera 19. Donc une fois que j'ai fait cette division euclidienne, je peux dire qu'au quotient, on a un 4 et qu'au reste, il y a 19, selon les modalités que vous connaissez bien. Ensuite, la division n'est pas finie. Si je veux l'expression décimale de 167 divisé par 37, je vais faire ce que vous savez faire. J'ajoute un 0 et je mets une virgule. Et je recommence avec le nouveau nombre obtenu, ce qui me sert de nouveau dividende, 190, que je divise à nouveau par 37 en faisant une division euclidienne. Et cette fois, 190 divisé par 37 a pour quotient 5 et pour reste 5 aussi. Donc le quotient va me donner le premier chiffre après la virgule, 4,5, et le reste va servir, disons, de germe pour un nouveau quotient, pour un nouveau dividende. Et on va recommencer, donc 5, j'ajoute un 0, et je divise cette fois 50 par 37. Donc la division euclidienne de 50 par 37 a pour quotient 1 et pour reste 13. Donc c'est pas difficile, je continue de la même façon. 13, même chose, 130, j'ajoute un 0. Je fais la division euclidienne, le quotient c'est 3 et le reste 19. Et cette fois, comme je viens de tomber sur la valeur 19, il apparaît que j'entre dans une boucle. Parce que 19, je l'ai déjà vu, c'était déjà mon premier reste. C'était ce qui est maintenant 190. Donc quand je continue la division euclidienne, je répète à l'infini les mêmes étapes. 19, je vais ajouter un 0, ça va faire 5 comme quotient, 5 comme reste, et ainsi de suite. Donc, je vais rajouter, à mesure que je continue la division euclidienne, à nouveau ces trois chiffres, 5, 1, 3, dans le développement décimal du quotient qui m'intéresse, et ça ne va jamais s'arrêter. Plus généralement, ce que j'ai traité là sur un exemple vaudrait en fait pour n'importe quelle paire de nombres. Si vous prenez deux entiers, U et V, et que vous divisez U par V, pour obtenir l'expression décimale de U divisé par V, ou du quotient U par V, eh bien vous obtiendrez toujours une expression sous la forme A, P, 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 etc. Où A, c'est ce qu'on appelle la partie apériodique, et P, la partie périodique. La partie apériodique, c'est ce qui se passe au début, tant qu'on a des nouveaux chiffres à abaisser au dividende. Et puis la partie périodique, elle apparaît quand on n'a plus de nouveaux chiffres à abaisser au dividende, qu'on abaisse toujours 0, et qu'au bout d'un moment, on finit par tomber sur un reste qu'on a déjà vu, et donc où on entre dans cette boucle dont on ne sort plus, qui produit cette partie périodique. Donc, ce théorème-là, j'en ai fait d'une certaine façon la démonstration par un exemple en divisant les deux nombres que j'ai choisis tout à l'heure. Donc, quelques autres exemples. Si vous divisez 7 par 3, vous savez que l'écriture décimale, ça va être 2,3333333. Une machine à calculer ou un simple calcul mental vous le dira. La partie apériodique, ce sera le 2 initial. Et la partie périodique, ce sera 3, le 3 qui se répète à l'infini. Autre exemple voisin, 700 divisé par 3. C'est la même chose que 7 divisé par 3 mais multiplié par 100, c'est-à-dire qu'on décale la virgule de 2 crans vers la droite. Et donc pour obtenir 233,3333333, et la partie apériodique et la partie périodique sont les mêmes que pour 7 tiers, 2 et 3. La virgule ne va pas beaucoup, la place de la virgule ne va pas beaucoup nous intéresser. On fera un petit peu comme si elle n'était pas là, et tout ce qu'on dira sera à une puissance de 10 près. Ce ne sera pas l'essentiel du propos. Autre exemple, 73 divisé par 300, ça fait 0,2433333. Donc là, cette fois, on aura une partie apériodique à deux chiffres, ce sera 24, et une partie périodique toujours à un chiffre, qui sera toujours 3. Autre exemple célèbre, 22 septième, qui est une fameuse approximation de pi qu'on doit à Archimède, enfin une bande supérieure à la valeur possible de pi
donné par Archimède, 3,142857, 1,42857, etc. Cette fois, on a une partie apériodique assez courte, c'est juste 3, et on a une partie périodique, en revanche, qui a cette fois 6 chiffres, 1,42857, 1,42857, qui se répètent à l'infini. Un dernier exemple, histoire de vraiment englober toutes les fractions et pas seulement les fractions qui vont à l'infini. Si je considère une fraction décimale comme 11 vingtièmes, c'est 0,55. D'habitude, on écrit 0,55 et on n'écrit rien après. Ici, on se forcera à écrire 55, 0,00000, et on décrétera que la partie périodique, c'est 0, répété à l'infini. Même si on ne l'écrit pas en pratique, c'est plus utile de voir les choses comme ça ici. Sinon, on serait obligé de faire des cas particuliers pour les fractions dont le dénominateur est une puissance de 10. On se simplifie en une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Donc, la réciproque est vraie. Si vous prenez un nombre, cette fois décimal, au lieu de partir d'une fraction et de chercher son développement décimal, vous prenez un développement décimal qui est périodique à partir d'un certain rang, c'est-à-dire qui commence par n'importe quoi, une partie apériodique, et puis ensuite un motif qui se répète à l'infini, une partie périodique. Eh bien, une écriture comme celle-là correspond elle aussi, correspond toujours à une fraction. C'est toujours le résultat de la division d'un entier par un autre. C'est l'expression d'un nombre qu'on appelle rationnel. La réciproque est intéressante à voir, on peut la démontrer de deux façons un peu distinctes, qui sont toutes les deux intéressantes. La première façon, c'est de faire la somme d'une suite géométrique. Je vais le faire sur un exemple, là aussi, comme tout à l'heure, cette démonstration-là, elle marche très bien sur un exemple, et si on essaye de la faire en toute généralité, on est obligé d'introduire des lettres, et c'est un petit peu inutilement compliqué, alors qu'on comprend très bien ce qui se passe. Sur un exemple, par exemple, 12,84222222. Donc, voilà une expression ultimement périodique, comme on dit, ou périodique à partir d'un certain rang. Comment est-ce que je peux montrer que c'est un rationnel? Comment est-ce que je peux trouver U et V, deux entiers U et V, tels que U divisé par V soit égal à cette valeur-là? Eh bien, on sépare le nombre en deux morceaux, le morceau apériodique, 12,84, et le morceau périodique, qui est 0,00222222. Le morceau initial, le morceau apériodique, c'est un décimal. Et vous savez qu'un décimal, eh bien, c'est une fraction, tout décimal peut s'écrire comme une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Ce sera 1284 divisé par 100. Donc ça ne pose pas de problème. Et l'autre morceau, eh bien, par définition, 0,00222222, c'est 2 millièmes, plus 2 dix millièmes, plus 200 millièmes, plus 2 millionièmes, et ainsi de suite, à l'infini. D'accord avec ça? Donc c'est plutôt ce morceau-là qui pose un peu problème. Qu'est-ce qu'on va en faire? On a une expression infinie, comment la traiter? Eh bien, ça n'est pas difficile quand on se rend compte qu'on a affaire à une suite qu'on appelle géométrique, que vous avez tous dû voir. En l'occurrence, c'est la suite géométrique. Donc les termes successifs de cette somme forment une suite géométrique dont le premier terme c'est 2 millièmes et dont la raison est 1 dixième. Et donc on est en train de faire la somme des termes de la suite géométrique de premier terme 2 millièmes et de raison 1 dixième. Donc ça c'est la réécriture avec le signe somme pour mettre en évidence qu'on a affaire à une suite géométrique. Et la somme des 1 dixième plus 1 centième plus 1 millième, etc. qui apparaît à droite, s'écrit simplement 1 sur 1 moins 1 dixième. Certains d'entre vous ont déjà dû voir cette formule, peut-être pas tout le monde. On va passer là-dessus. C'est pas très difficile. L'essentiel est d'accepter que, eh bien, quand on a une somme infinie de termes comme ça, la somme est effectivement un nombre rationnel. C'est une fraction. C'est 2 millièmes fois 1 sur 1 moins 1 dixième. Peu importe la façon dont on l'obtient, c'est une formule qui est connue depuis déjà plusieurs siècles. Et une fois qu'on arrive à une formule comme celle-là, à une expression comme celle-là, donc on a 1284 sur 100 plus 2 millièmes fois 1 sur 1 moins 1 dixième. Si ça vous amuse, vous pouvez le simplifier pour obtenir effectivement U divisé par V. Mais ce n'est même pas tellement ce qui nous intéresse ici. On n'a même pas à le faire, parce qu'une fois qu'on est arrivé là, on est content. On sait que c'est une fraction. On a une somme de fractions, on a une division de fractions. On sait qu'une expression comme celle-là, on peut la simplifier et obtenir une fraction écrite sous forme standard. Donc là, on tient le moyen, un nombre
dont le développement décimal est ultimement périodique étant donné, on tient le moyen de lui faire correspondre la fraction à laquelle il est égal. Cet exemple-là ne traite pas tout à fait tout, et on pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe si je veux développer quelque chose comme, enfin, si je considère un nombre comme 64,27272727, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. On va aussi séparer la partie apériodique et la partie périodique. Et une fois qu'on l'a séparé, eh bien le 64 ne va pas poser de problème. Cette fois, c'est le 0,272727 et qu'on pourra écrire 27 centièmes plus 27 dix millièmes plus 27 millionièmes, etc. C'est-à-dire que les dénominateurs ne progressent pas vont pas de facteur 10 en facteur 10, mais vont de facteur 100 en facteur 100. Donc on a à nouveau affaire à une suite géométrique. Cette fois, le premier terme, c'est 27 centièmes. Et la raison, au lieu d'être 1 dixième, c'est 1 centième. Essentiellement, la formule qui permet de calculer cette somme infinie est exactement la même. Et elle débouche sur une variante du calcul que j'ai fait pour le nombre précédent. Et ce n'est pas difficile de se persuader que cette technique-là fonctionnerait dans n'importe quel cas. Et qu'on obtient comme ça, pour n'importe quelle expression ultimement périodique, une fraction. Ça, c'est la première façon de voir. Elle est tout à fait opératoire. Il y a une deuxième façon qui est intéressante aussi et qui présente l'avantage de mettre bien en évidence d'emblée un nombre qui joue un rôle assez crucial dans toutes ces questions, c'est le nombre 99999. L'entier, donc ici ce sera 99 999, mais ça pourrait être 9 999 999 ou autre, les nombres dont l'écriture décimale n'a que, enfin les nombres entiers dont l'écriture décimale n'a que des 9. Ces nombres-là jouent un rôle particulier dans ces questions. Donc, quelle est cette autre démonstration, cette autre façon de montrer qu'un nombre dont l'écriture décimale est ultimement périodique et correspond forcément à une fraction? Eh bien, d'abord, pour le montrer, on comprend bien que la partie apériodique au début d'un nombre n'a pas d'importance. On sait que c'est un décimal, donc qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction dont le dénominateur est une puissance de 10. Et donc, cette fraction-là, elle s'ajoutera à une autre expression. Bon, il suffit de montrer que l'autre expression en question est elle aussi une fraction, parce que la somme de deux fractions, c'est une fraction. Donc, le fait qu'il y ait une partie périodique au début n'est pas important. On peut aussi supposer, et c'est ce qui est fait ici, que la partie périodique commence juste après la virgule. Ça non plus, ça ne mange pas de pain. Il suffit éventuellement de multiplier par 10 ou de multiplier par 100, ce qui ne change pas le caractère du nombre. Si c'est une fraction, quand vous la multipliez par 10, ça reste une fraction. Ou quand vous la divisez par 10, ça reste une fraction. Donc finalement, tout ce qu'on a à montrer, c'est que ces nombres-là correspondent effectivement à des fractions. Maintenant, on va noter, L, la longueur de P, c'est-à-dire le nombre de chiffres qu'il y a dans la période. Par exemple, pour 22 septièmes, la période c'était 1, 4, 2, 8, 5, 7. 1, 4, 2, 8, 5, 7, 6 chiffres. On aurait L égale 6. La longueur, c'est la taille du mot, si vous voulez dire, la taille du motif. Donc je considère que P est un motif, une expression qui contient L chiffres. Si je multiplie mon X ici, 0,pp, etc. Si je le multiplie par 10 puissance L, je ne fais que décaler la virgule de L cran vers la droite. C'est-à-dire, comme P est précisément L chiffres, que je vais avoir exactement sorti le premier P de la partie décimale, que je vais sortir et qu'elle devient la partie entière, et j'obtiens un nombre qui s'écrirait P, P, etc. Que je peux réécrire P plus 0,P, et ainsi de suite. Et ce dernier nombre, 0,P, n'est autre que X lui-même. J'ai donc démontré que mon nombre X satisfait une équation algébrique élémentaire. 10 puissance L fois X est égal à P plus X. Je rassemble les X, je factorise, je divise et j'obtiens que X s'écrit sous la forme P divisé par 10 puissance L moins 1. P, c'est le nombre correspondant à la partie périodique. 10 puissance L moins 1, c'est un nombre entier lui aussi. J'ai bien une fraction.
C'est P divisé par 10 puissance L moins 1. Et vous voyez que 10 puissance L moins 1, c'est bien 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, avec un nombre de 9 égal à L. Une conséquence de ça, c'est que si vous prenez un entier, n'importe quel entier, vous pouvez toujours trouver un nombre de 9 qui vous produit un multiple de n. Alors, il ne faut pas que le n soit pair, il ne faut pas qu'il soit multiple de 5. Je vous laisse réfléchir à la raison profonde de ça. C'est que, bon, quel que soit n, vous pourrez trouver à mettre suffisamment de 9 pour que ce soit exactement divisible par n. Par exemple, pour n égale 7, en mettant 6 9, vous aurez 999 999 est divisible par 7. C'est pas, ce corollaire-là montre que tout ce qu'on a fait avant, qui est effectivement assez simple, assez intuitif, débouche sur un résultat un peu inattendu. Si on n'imagine pas trop, je ne sais pas, que 29 par exemple, on pourrait chercher à mettre des 99999 qui seraient multiples de 29. Combien il faut en mettre? On peut poser la question. Hein, combien il faut de 9 pour être sûr de tomber sur un multiple de 29? C'est une question intéressante. Combien on peut en mettre? Ça, c'est facile. Quel est le nombre minimal qu'on peut mettre? Ça, par contre, c'est une question très difficile à traiter en toute généralité. Mais donc là, ici, un corollaire un peu inattendu, un peu surprenant, qui illustre l'importance de ces nombres-là, de la forme 10 puissance L moins 1 pour ces questions. Alors, démonstration. Comment démontre-t-on ce théorème? On considère l'inverse de l'entier n qu'on s'est donné, qui va s'écrire sous la forme 0,pppppp. Il faudra le vérifier, qu'il n'y a pas de partie apériodique et qu'on peut bien supposer que la partie périodique commence tout de suite après la virgule, mais on est dans ce cas-là et ce n'est pas très difficile à vérifier. Et eh bien, avec la deuxième démonstration que j'ai donnée tout à l'heure, j'obtiens que pour la valeur L, qui est la taille de P, 1 sur N, c'est P divisé par 10 puissance L moins 1. C'est exactement l'expression que j'ai obtenue dans la deuxième démonstration précédente. Et donc, on réécrit, et on obtient que N fois P, c'est égal à 10 puissance L moins 1, qui est bien 9999999, donc que 999999 est bien un multiple de N. Rien de très difficile dans ce corollaire, mais un résultat qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Alors un cas particulier célèbre de tout ça, que vous avez peut-être déjà rencontré, c'est le cas de 0,999999. Vous le connaissez celui-là? Si j'applique ce qui précède, à cet exemple-là, de x égale 0,99999, la deuxième démonstration, si je fais 10 fois x, j'ai 9,99999, et donc c'est-à-dire 9 plus 0,99999, c'est-à-dire encore 9 plus x. Et j'ai donc que 10x est égal à 9 plus x, donc que x c'est 9 sur 10 moins 1, c'est-à-dire 1. Et donc, j'ai démontré que 0,9999999 à l'infini est égal à 1. Ce qui est un gros problème quand on le découvre pour la première fois, parce que on a envie de dire non, on est habitué, quand on apprend à manier les écritures décimales, on est habitué à dire, eh bien, quand j'ai deux nombres qui s'écrivent de façon différente, quand j'ai deux expressions numériques différentes, elles correspondent à deux nombres différents. Et on est même tenté de dire 0,99999 est strictement plus petit que 1. Parce qu'on dispose des règles classiques de comparaison de deux nombres. Je regarde leur premier chiffre, et puis si le premier chiffre de l'un est plus petit que le premier chiffre de l'autre, eh bien c'est que le nombre est plus petit. Donc là, 0, quelque chose, ça devrait être plus grand que 1 dans tous les cas. Et ça n'est pas le cas. Cette démonstration, démonstration qui est un petit peu partielle, il y a deux ou trois petites choses sous le tapis quand même que je vous passe, mais ce raisonnement-là montre qu'il n'est pas possible de distinguer 0,99999 et 1. Il faut accepter que c'est le même nombre. Et on a une illustration simplement du fait que, eh bien, là, quand on écrit un nombre avec son expression décimale, avec ses décimales si vous voulez, on n'a pas le nombre lui-même, on en a une représentation. Et une représentation, ça n'est jamais, c'est rarement parfait. Ça peut avoir des limites, ça peut avoir des défauts.
Et là, on touche à un défaut, alors défaut entre guillemets, une particularité de la représentation décimale. C'est que dans la représentation décimale, il y a des nombres qui peuvent s'écrire de deux façons différentes. 1 peut s'écrire de deux façons différentes. Donc ça n'est pas un défaut des mathématiques, ce n'est pas une erreur de l'algèbre là, et du raisonnement que j'ai tenu, c'est une caractéristique de notre façon d'écrire les nombres. Ce cas-là est le plus célèbre, mais plus généralement, on sait que tous les nombres décimaux sont dans ce cas-là, et que ce sont les seuls qui sont dans ce cas-là. C'est-à-dire que les nombres en général n'ont qu'un seul, ne peuvent être écrits qu'une seule façon. Le nombre pi, par exemple, on ne l'écrit qu'une seule façon en décimale, mais tous les nombres qui sont décimaux, c'est-à-dire qui s'écrivent avec un nombre fini de chiffres après la virgule, encore autrement dit qui sont des résultats de la division d'un entier par une puissance de 10, eh bien, ont exactement deux écritures. Une écriture finie, celle qu'on utilise en général, et l'autre écriture qui en est dérivée, où on retire 1 au dernier chiffre et où on ajoute des 999 à droite, un peu comme on fait ici. On enlève le 1 avant la virgule, on enlève 1 avant la virgule et on ajoute des 999 après. Donc, une synthèse de tout ce qui précède. On a établi qu'il y a une correspondance, malgré les défauts sur lesquels je ne vais pas m'étendre, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais sous une autre forme, malgré les défauts entre guillemets ou les caractéristiques un peu bizarres des représentations de certains nombres, on a établi qu'il y a une correspondance entre les nombres rationnels, c'est-à-dire les fractions, et les nombres dont l'écriture décimale est périodique à partir d'un certain rang. On peut voir ça comme un succès de la représentation décimale, qui n'a absolument pas été faite pour ça. Les premières écritures décimales, c'était pour des besoins comptables, des besoins calculatoires, en astronomie par exemple, ou pour des questions géométriques, de l'arpentage, etc. Pas du tout pour permettre de rendre compte de façon aussi claire de propriétés mathématiques des nombres. Ce que cette synthèse nous dit, c'est, eh bien, avec l'écriture décimale des nombres, je peux déterminer une caractéristique vraiment très mathématique, le fait d'être rationnel ou pas, c'est-à-dire d'être une fraction ou pas.